Alain Soral, vous l'avez entendu, avec moi jusqu'à 18h. Alain Soral, l'écrivain. Bonjour Alain. Bienvenue dans On nous la fait pas. Alain Soral, il va régler son casque. Voilà, au bout du fil, t'as un bouton volume. Vous avez un bouton volume. Je l'ai trouvé. Ça y est, il l'a. Alain Soral, Misère du désir, fiction aux éditions Blanches. On parlera tout à l'heure à 17h45 de ces misères du désir au pluriel. Quelles sont-elles? Comment sont-elles? Comment se portent-elles? Mais Alain Soral avec moi pour 3 discussions. Alain, c'est le principe de l'émission. Le vendredi, il y a toujours un témoin, un invité vedette pour revenir sur les sujets qui ont bien animé. On ne nous la fait pas tout au long de la semaine. Témoin, oui, vedette, non. Hein. Si, quand même, Alain Soral. Alain Soral, le premier de ces discussions qui alimentent la polémique, ce sont ces livres Confessions des people. Alors on a Pour l'amour de Jacques de Sophie Anctil, le livre de Guillaume Depardieu, celui de Franz-Olivier Gisbert, Sarah Marchal et Alexandre Anthony, pardon. Dernière en date, maintenant il faudra tout se dire, de Benjamin Castaldi, le livre Portrait d'Yves Montand, de sa grand-mère Simone Signoret, avec ce chapitre consacré, alors on ne sait pas trop si liaison il y a eu ou liaison il n'y a pas eu, rapport ambigu en tout cas, entre sa maman, Catherine Allégret, et son beau-père, donc Yves Montand. Alors, révélation, au contraire, qui libère la parole, ou confession pognon. Vous venez en parler avec moi, 3216, avec Alain Soral, 3216 rmcinfo.fr. Vous avez une sœur qui est connue, vous, Alain Soral. Oui, mais moi, dans mon dernier bouquin, j'ai parlé un peu de ce genre de choses, mais il n'y a pas que ça. Agnès Soral, la comédienne, oui. On va le rappeler. Hein. Il n'y a pas que ça. Moi, je m'inscris dans un projet classique du roman balsacien, où on parle un peu, il y a un peu de psychu, mais il y a aussi du social. Il y a une espèce de vision globale. Et là, l'angoisse, c'est qu'on voit que de plus en plus, comme c'est très long de former un écrivain, de le suivre, un Houellebecq, il faut 20 ans. Moi, ça fait 20 ans que j'édite et que je commence à exister un peu. Aujourd'hui, il y a vraiment une logique du flux tendu et du marché où on va chercher un people et on lui fait faire des confessions sordides. C'est vraiment l'œil c'est l'œil de la ménagère dans la serrure pour voir les parties de fesses des people, quoi. C'est-à-dire que c'est très bas niveau. C'est un peu inquiétant quand même. Hein. C'est pourquoi sordide? Parce qu'après tout, ces gens-là, par exemple Sophie Anctil, que je recevais mardi, il dit moi je fais part d'un secret parce que dans toutes les familles il y a des secrets. Si je peux aider à libérer la parole, tant mieux. Ouais, mais comme argument bidon, donc. Ouais, je pense que d'abord c'est pas comme ça que ça marche. Aujourd'hui, les maisons d'édition ont besoin de faire des coups parce que il y a beaucoup de livres de copinage édités qui se vendent pas. Et c'est vrai que pour faire un coup, il faut prendre quelqu'un de connu. Alors on prend Catherine Deneuve, elle raconte un peu ses trucs, c'est du vendu d'avance. Le problème c'est qu'il n'y a pas tant de people que ça. Alors quand tout le monde aura fait tous les acteurs, etc. Après on arrive à Mimi Mati et puis à la fin ça va être le concierge des RMC. Enfin, je veux dire, c'est un peu une stratégie catastrophe. Pourquoi Mimi Mati? Non mais je sais pas. Après Catherine Deneuve, on descend Ça, Mimi Mati, non mais je voyais, c'était quoi l'idée derrière la tête? Les stars de plus en plus petites, quoi. Les plus en plus petits people, vous voyez. Puis après c'est du tout petit people, quoi. Et on est dans le pipi people de chat après. Ouais. Et je veux dire, ça va pas nous amener. C'est pas ça qui va sauver le livre. Hein. C'est un peu de la stratégie catastrophe, flux tendu, coup par coup. Et surtout, c'est-à-dire que c'est très grave pour les gens qui essayent d'être écrivains, c'est-à-dire qui travaillent sur le long terme, qui essaient d'avoir une vision, de proposer aussi un travail d'écriture. Parce que tous ces livres-là, faut pas rêver. Castaldi, moi je sais ce que c'est d'écrire un livre. Hein. Il a écrit avec Jean-Michel Caravel. Oui, les gens n'écrivent pas, donc ils parlent sur des magnétophones. Il y a un nègre derrière, qu'en général un écrivain qui n'arrive pas à gagner sa vie, qui retranscrit derrière. Donc c'est des faux livres. C'est toujours sur un déballage crapoteux qui est un peu angoissant parce que on se rend compte que finalement les gens qu'on nous montre comme modèles sont finalement toujours à la limite de la pédophilie. Enfin, je veux dire, socialement c'est même assez, il y a quelque chose de subversif. Malgré eux. Non, mais vous faites un raccourci qui est quand même. Si, parce qu'on voit qu'on s'accouche entre générations, etc. On se tape la mère après la fille, etc. Ce qui chez les gens du peuple est quand même plus ou moins puni par la loi, où on se retrouve tout de suite au banc de la société. Donc on voit qu'il y a un vrai privilège de classe. On l'avait déjà dans Peau d'âne, d'ailleurs. Hein, si on peut, ouais. Et tout ça, donc c'est un peu une stratégie de après moi le déluge. Ouais. Au niveau social. Quoi. On va écouter Joël. Bonjour Joël. Oui, bonjour. Elle était avec moi hier, Joël. Oui. Joël, ces livres, vous étiez une des rares à dire aujourd'hui, je vais peut-être pas les acheter, mais bon, si ça déballe, c'est peut-être pas complètement négatif. Non, absolument. Bon, c'est sûr que je n'irai pas les acheter parce que c'est pas mon style. Maintenant, je comprends tout à fait qu'on puisse. Enfin, je comprends. J'estime que c'est quelqu'un. Moi, j'avais dit que c'était quelqu'un de proche qui. J'estime que c'est à eux d'abord qui peuvent se permettre d'écrire ce genre de choses. Maintenant, il est évident que si c'est quelqu'un de l'extérieur qui se permettrait d'écrire sur la famille, je trouverais ça anormal. Mais quelqu'un de la famille peut se permettre, lui, d'écrire, parce que ça fait partie de sa vie privée à lui aussi. Quand vous avez parlé hier justement de Benjamin Castaldi, qui révélait ce secret vis-à-vis de sa mère, j'estime que lui, ça fait partie aussi, lui, de sa vie privée. Donc,
je veux dire, de sa vie à lui. Donc, il est le seul, lui, à Moi, je crois mon que ça se avis, passe pas pour comme en ça. parler. Moi, je crois que les éditeurs cherchent des people, leur disent, vous auriez pas une petite histoire dégueulasse à nous raconter dans votre famille? Et sous notre titre, j'ai été tripoté par les curés, il m'est arrivé une histoire en vacances. Je crois malheureusement que ça se construit dans l'autre sens. C'est-à-dire, on va les chercher. Le livre le plus tragique pour moi, c'est le livre de Guillaume Depardieu. Il a vraiment été opéré dans tous les sens du terme par le petit Fogiel. Et il est à moitié mythomane, à moitié débile. À mon avis, il s'est brouillé de façon irrémédiable. Qui est moitié mythomane, moitié débile. Oui, il est moitié mythomane, moitié débile. Et on n'a pas à faire parler un mec comme ça pour qu'il se grille définitivement avec son père. Je veux dire, c'est vraiment pousser les gens à dire des conneries, à écrire des conneries. Je trouve ça un peu malsain. Mais bon. Deuxième remarque, ces livres-là sont faits pour les femmes. C'est dans le prolongement de Voici. C'est-à-dire que c'est du psychu. C'est-à-dire que ça intéresse beaucoup plus les femmes parce que l'histoire de coucherie, l'histoire d'alcôve, c'est très réduction psychologique de la vision des choses. Il n'y a jamais de dimension politique, jamais de dimension sociale. Et malheureusement, ça correspond à une évolution du marché du livre qui, comme le marché des magazines, va de plus en plus vers la ménagère et oui, le bonus. alors là, excusez-moi, je parle parce que là, quand même, excusez-moi, mais je trouve quand même que votre invité, il rabaisse énormément, enfin, il estime que la femme est une conne et que vraiment, elle a Voici que les hommes. Elle ne fait que lire que les conneries. Bien je pense sûr. que quand même, bien sûr, non mais attendez, j'espère que votre femme, vous la traitez mieux que ce que Mais ma vous êtes en femme, train c'est de une femme traiter les femmes. exceptionnelle. Je l'ai épousée, vous vous rendez compte? Oui, ça, c'est pas parce que vous l'avez épousée que automatiquement vous la traitez bien. Non, j'ai dit que le psychu, c'est essentiellement cibler femmes, et que les femmes aiment ça. Pour Non, moi, mais la preuve, vous en êtes la preuve, madame. dramatique ce que vous venez de dire. Mais non, c'est vraiment c'est de la dramatique. sociologie de terrain. Les hommes s'intéressent moins à ce genre de trucs que les femmes, et c'est les femmes qui achètent ce genre de livres. Et aujourd'hui, une des raisons de la décrépitude du marché du livre vers le psychu intégral, c'est qu'en fait, ce sont surtout les femmes qui achètent de la fiction, les hommes achetant plutôt des essais. Voilà. Mais ça, c'est une analyse sociologique de base, il y a des chiffres. Après que ça vous choque, bon, c'est pas mon problème, c'est la vérité. Oui, allez-y, Joël, vous pouvez la discuter avec Alain deuxième Sora, fois, là, il est là pour ça, hein, donc allez-y. La deuxième fois, là maintenant vous radoucissez un petit peu au moment parce que là au début vraiment vous dites que vraiment les femmes sont des connes. Non, je dis que les femmes ont une tendance à aimer tout ce qui a à voir avec les histoires d'alcôve, les histoires sentimentales, les histoires d'amour, les histoires de sexe, alors que les hommes sont plus tournés vers le bricolage, le sport et l'automobile, et aussi le sociétal, le social et même le technique et le scientifique. Et en fait, on sait très bien dans le marché du livre que les bouquins historiques, les bouquins un peu sociologiques, ce qu'on appelle les essais, c'est plutôt une clientèle masculine, et que dès qu'on est dans le psychologique et l'affectif, c'est plutôt les femmes qui achètent. Et ça c'est l'histoire du roman rose. Finalement, tout ça n'est que l'extension de l'ancien marché qui s'appelle le roman rose, qui a beaucoup à voir aussi avec le roman photo pour ménagères. Le nous deux. Oui, voilà, c'est nous deux, et puis Harlequin, voilà, c'est l'extension de la logique Harlequin. Bon, je vous le dis, malheureusement, c'est comme ça, c'est peut-être pas politiquement correct, mais c'est la vérité. Joël. Oui, ben alors écoutez, je sais pas, je dois peut-être pas être Réfléchissez-y. ce genre de femme parce que bon, d'abord j'ai jamais acheté de maquillage, c'est bon un signe, roman voilà, photo, bravo. ni un roman à l'eau de rose. Maintenant, ça Mais veut pas dites-moi, dire... Joël, ça veut Vous pas êtes dire- sauvé, alors vous êtes sauvé. Alors attendez, Joël, c'est Alain Marchal, on va laisser Alain Soral de côté parce que sinon il va finir par vous abasourdir. Mais Joël, vous disiez que, bon, après tout, vous n'étiez pas contre ceux qui déballent, mais est-ce que vous écririez ce genre de livre ou pas? Non. Si vous aviez des secrets de famille. Maintenant, je peux pas dire vraiment parce que j'en ai pas, mais tout dépend aussi le secret de famille aussi. C'est quand même assez. On peut pas tout généraliser non plus parce qu'il y a des choses que je trouve qui peut se dire et effectivement il y a des choses qui peuvent ne pas se dire. Moi personnellement, je pense pas que je n'écrirais des livres comme ça. Je ne pense pas. Maintenant, ça ne me choque pas. C'est ce que je voulais dire. Ça ne me choque pas, cette polémique, maintenant on entend partout, oui, et pourquoi ce déballage, machin. C'est là où je veux dire que ça ne me choque pas. Maintenant, c'est pas pour autant que je le ferai ou que j'irai lire. C'est ce que j'avais dit. Ouais. Mais c'est pas une question d'être choqué, hein, madame, c'est que c'est une tendance qu'il faut analyser. C'est une tendance à réduire le livre à du témoignage crapoteux de people, voilà. Or, le livre est une catégorie bourgeoise qui est une catégorie de la conscience et de la critique de la bourgeoisie par la bourgeoisie, si on veut faire un peu de sociologie, et ça nous renvoie quand même à Balzac, à Flaubert, à Maupassant. On peut encore parler de littérature avec Françoise Sagan, avec Christine Angot, déjà, pour moi, on est sorti de la littérature. Et là, c'est-à-dire qu'on est en train de détruire une catégorie qui est quand même constitutive de notre conscience sociale. Les éditeurs ont besoin de gagner de l'argent aussi. Les éditeurs ont besoin de vendre des livres, ils ont besoin de vivre. Oui, donc mais... on peut pas leur reprocher non plus de faire du commercial.
social et d'aller vers le public. Non, mais le danger, c'est que c'est un peu une stratégie à court terme. C'est comme quand on arrête trop une plante, on la tue. C'est-à-dire que s'ils partent dans cette logique-là et de ne plus jamais investir sur un écrivain qui se construit livre après livre, comme l'exemple des Mauriac, il faut même encore de Julien Green, de l'époque de Apostrophe, c'était encore dans les années 70. Si aujourd'hui, pour faire un livre dans la catégorie littérature, on va chercher une célébrité ou un enfant de célébrité et on lui fait déballer des trucs sur les cochonneries qu'ont fait ses parents en douce et en plus écrit par un copain, enregistré sur le magnétophone, etc., j'ai peur qu'on tue un peu le livre. C'est-à-dire que on gagne des sous à court terme, mais à long terme, les gens se lassent. C'est comme la télé-réalité, les gens s'en lassent très très vite. Alors, on tue le livre et puis on tue aussi trop de psychu tue le psychu, quoi. Je veux dire, c'est dangereux. À la limite, tant mieux là. Vu c'est-à-dire qu'on ira pas très loin. Ça va pas aller très loin. Ça va pas durer très longtemps. C'est comme on voit bien avec les émissions, les télé-réalités. On a fait le Loft 1, le Loft 2, ça marchait déjà plus. Maintenant, on fait la ferme, qu'il faut déjà faire bosser les gens pour que les gens. C'est un peu une punition. Et puis on va de plus en plus vers la rééducation par le travail et le camp de travail maoïste. Je veux dire, donc ça. La ferme, c'est le camp de travail maoïste. Le chantier, c'est le camp de travail maoïste. Ça commence, oui. Oui, non, mais ça commence. C'est quoi? C'est le kolkhoz aussi. Non, mais c'est un peu ça. On veut voir. On dit vous voulez rester dans les médias, faut vous humilier, faut bosser un peu, vous allez traire les vaches. Et je veux dire que je trouve c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'on remet le travail au cœur de la problématique et qu'il y a une notion de châtiment. C'est-à-dire que le peuple regarde des gens souffrir pour rester à la télé parce que finalement ils n'ont pas de raison d'y être plus que les autres vu qu'ils ont jamais rien fait de sérieux pour y être. Et moi je dis que ça va forcément amener une moralisation du problème, quoi. C'est-à-dire que quand tout le monde aura raconté ces histoires de viol, d'inceste, etc. Après c'est qu'est-ce qu'on fait derrière. Quand tout le monde aura fait le con aussi devant les caméras à traire des vaches et on sera obligé de retourner un peu plus de sérieux parce que ça s'use très très vite tout ça. C'est ça que je veux dire. Donc à la limite là on arrive à l'acmé, je veux dire, de cette espèce de tendance people du livre où on découvre que tout le monde a été violé en gros. C'est-à-dire que tous les animateurs télé, visiblement la formation qualifiante pour être animateur télé-radio, c'est d'avoir été violé dans sa jeunesse maintenant. Bon une fois que tout le monde aura raconté son histoire de viol, d'inceste, etc. Derrière peut-être qu'on va revenir à de la littérature sérieuse et moi ça m'arrange puisque c'est un peu ma catégorie, vous voyez. Misère du désir, fiction aux éditions Blanches avec Alain Soral. On en parlera tout à l'heure à 17h45. Alain Soral avec Joël là pour parler des déballages people et des livres confessions comme celui de Benjamin Castaldi, on en a parlé. Dans un instant, Alain Soral et le mariage homo avec deux personnes déjà pour vous. Pour ou contre le mariage homo, Alain? Je vais pas dire que je suis contre, c'est tellement un sujet sans intérêt. Je veux dire, ça ferait trop plaisir à certaines personnes qu'il y ait quelqu'un de contre. En fait, personne n'en a rien à foutre. Ça touche quelques dizaines de personnes en France. Il y a vraiment d'autres. Aujourd'hui, c'est même au cœur du débat parce que Perben s'en mêle, ma mère va marier, c'est du progrès. Raffarin va améliorer le Pax. Oui, parce que il y a tellement de problèmes économiques et sociaux en France que on est dans l'illusion du débat, quoi. On y revient dans un instant au 32-16. Alain Soral, avec moi, mariage homo, 56% des gens contre, selon notre vote express de mercredi dernier, puisque c'était notre table ronde, Alain Soral, nous avions du monde autour de la table, avec Clémentine Autain aussi, l'adjointe au maire de Paris, où elle nous disait, écoutez, non, le maire de Paris a dit pas de mariage homo, moi je suis pour la loi, le respect de la loi, et si la loi change un jour, on fera. Pascal, bonjour. Bonjour. 23 ans, homo, Pascal? Oui, tout à fait. Et prêt à se marier? Et prêt à se marier, par exemple, chez Noël, ma mère? Pourquoi pas, si un jour l'homme m'y autorise. Mais c'est une revendication qui existait ou pas, ça, Pascal? C'est ça que j'ai du mal à comprendre aujourd'hui. C'est vrai qu'avant il y avait des choses plus préoccupantes pour les gays, sans passer par les années sida, etc. Et là maintenant, on a envie vraiment d'être reconnu comme tout le monde, d'avoir les mêmes droits. Tout ce qu'on veut, c'est vivre normalement, on veut comme tout le monde, dans un projet de vie en couple, on veut vivre heureux. Et pourquoi nous interdire moi j'ai envie de demander aux gens qui sont contre, pourquoi êtes-vous contre? En me demandant toujours pourquoi tu veux te marier. Moi, si je peux me permettre de répondre, c'est que c'est vrai qu'on sent bien qu'il y a une inquiétude par rapport à ça, parce que le mariage est une structure, on va dire, le mariage monogame hétérosexuel est une structure sur laquelle est fondée à peu près toutes les sociétés historiques, et revenir là-dessus, c'est vrai que c'est un peu inquiétant, parce que c'est un espèce de bond dans l'inconnu, mais bon, moi, je suis pas contre, parce que je trouve que c'est un problème très secondaire d'un point de vue social, mais je me dis, si c'est une revendication communautaire, les gays veulent pouvoir se marier ensemble. À ce moment, on voit pas pourquoi les musulmans, comme communauté, demanderaient pas aussi qu'on autorise le mariage polygame, puisque moi, je trouve... Non, mais là, on confond tout, là. Non, je comprends pas tout. Il n'y a pas que vous qui existez comme communauté. Je dis simplement que moi, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Moi, je suis pas du tout opposé au mariage gay, mais je dis si maintenant les musulmans disent le mariage à la française monogame hétérosexuel est une norme restrictive au nom de la liberté, je vais avoir le droit de me marier avec plusieurs femmes ou une femme avec plusieurs hommes. Je vois pas ce que j'aurais à leur opposer au nom de la liberté, n'est-ce pas? Et puis on peut imaginer que les juifs orthodoxes demandent l'interdiction des mariages mixtes quant à eux aussi. Et le danger du communautarisme comme ça, c'est que
chacun voit midi à sa porte. C'est pas du communautarisme, ça, au contraire. Si, pour moi, c'en est. Pascal, bien sûr que c'en est, puisque c'est les gays qui s'intéressent. Le mariage est une chose qui existe, la polygamie n'existe pas. Mais l'égalité n'a pas de sens en soi. L'égalité est toujours l'égalité par rapport à quelque chose. Non, mais le mariage existe, la polygamie n'existe pas en France. Ça, vous pouvez pas le reconnaître. Mais le mariage, le but du mariage, monsieur, c'est de faire des enfants pour faire une famille, pour perpétuer les générations. Il y a des hétéros qui se marient, qui ne font pas d'enfants. Est-ce que vous les condamnez? Bien sûr que non, mais c'est marginal comme problème. Pourquoi voulez-vous vous marier? C'est ça le problème. Pourquoi vous voulez vous marier? Vous voulez être normal et comme tout le monde? Eh ben moi je suis désolé, j'ai eu beaucoup d'amis homosexuels qui aimaient c'était être différent. Alors vous voulez être à la fois différent et comme les autres. Il y a des hétéros qui n'ont pas envie de se marier non plus. C'est pas obligatoire. Mais de toute façon, je suis pas contre. Je pense que c'est un problème d'arrière-garde pour les gens qui n'ont évidemment pas beaucoup de soucis dans la vie, parce que quand on voit les problèmes économiques que va rencontrer la France demain et les problèmes internationaux avec l'Irak, la Palestine, etc. Je pense que ce genre de débat lancé par exemple, c'est étrange que ce soit Noël Mamère qui ait lancé ce débat, parce que je pense que avant il était très très mobilisé sur la Palestine. Visiblement, c'est peut-être un combat qui lui coûtait trop cher. Là, être pour le mariage homo, c'est, je dirais, c'est du progressisme à la petite semaine. Mais ça, ça coûte rien. De dire qu'il y a des choses plus importantes. Bien sûr, il y a des choses beaucoup plus graves. On ne le fait pas. Mais faisons-le, monsieur, mais n'en parlons pas. C'est sans intérêt. Moi, je suis d'accord avec vous. Mariez-vous, faites des enfants, et si vous en avez un, vous m'en regardez un, parce que ma femme et moi, on peut pas en avoir. Voilà. Bonsoir, monsieur. Non, vous en partez un peu trop, là. Mais non, mais c'est pas intéressant, monsieur. Vous vous rendez pas compte, les gens qui écoutent RMC, leurs problèmes quotidiens, je pense que ça touche quelques centaines de gens en France. Mon problème quotidien aussi, il y a 10%. Mais est-ce que vous êtes intéressant, monsieur? J'en suis pas sûr. Est-ce que vous êtes représentatif? C'est ça le problème. Il faut avoir un peu d'humilité dans la vie. Est-ce que vos petits problèmes sont si intéressants que ça? Vous savez qu'il y a des pays dans le monde, et la France se veut toujours à l'avant-garde. Il y a des pays dans le monde qui autorisent le mariage. Il y a 3 provinces canadiennes, il y a la Belgique, il y a les Pays-Bas, et dans ces pays, ça ne pose pas de problème. Et bientôt, il y aura l'Espagne. Moi, ça ne me pose pas de problème, hein. Il y aura l'Espagne aussi. Je dis que c'est un débat c'est un faux débat. Comme par hasard, ça va très mal en politique en ce moment en France. Les médias lancent ce débat, ça fait de l'animation, ça fait du progressisme pas cher, et ça cache les vrais débats. Il y a le trou de la sécu, il y a les intermittents du spectacle. Moi, j'ai pas envie de parler de ça longtemps. Je suis d'accord. Mariez-vous si vous voulez, ça ne me pose aucun problème. Je trouve ça rigolo, même. Mais je vous ferai sûrement pas le plaisir de dire que je suis contre, parce que je pense que le rêve c'est ça, c'est les gays sont tellement intégrés dans la société aujourd'hui qu'ils rêveraient qu'il y ait encore des anti-gays. Or il y en a pas, les gens. La France est un pays de. Si, je vous en passais un. Les Français s'en foutent de la sexualité. Bonjour. Hervé, bonjour. Oui, bonjour. Vous entendiez Pascal revendiquer aujourd'hui le droit de se marier. Hervé, vous êtes contre, pourquoi? Simplement parce que je considère que c'est un désordre psychologique. C'est un trouble. Si vous voulez, un individu au cours de son évolution, il développe un certain nombre de tendances, un certain nombre de comportements. Et certaines tendances sont plus développées pour des raisons, la plupart du temps, environnementales. Je sais pas. Hervé, pour vous, c'est contre nature alors? Pour moi, d'abord, c'est contre nature. C'est pas faux, puisque la nature, c'est la reproduction. Je voudrais demander à vos interlocuteurs est-ce qu'ils sont capables de me citer dans la nature un animal qui est homosexuel, vous osez pas le dire. Voilà. Oui, il y a de l'homosexualité chez les animaux. Allez-y, Pascal. Voilà. Attention, il y a des cas d'homosexualité chez les animaux lorsque ce sont des individus qui se retrouvent. Mais c'est pas le problème, monsieur, puisque le mariage est un acte culturel et que les animaux ne se marient pas à l'église, donc évidemment. Non, mais attendez, donc effectivement, comme conquête culturelle pour s'émanciper de la nature. Je vais vous dire, on parle de sexualité, il s'agit de savoir si ça relève de la nature. On s'en fout, ça, c'est pas le problème, monsieur. L'homme est un animal culturel. Non, mais attendez, comment allez-vous faire des enfants? Non mais je dis, vous êtes en train de vous faire piéger dans le débat, monsieur, parce que le mariage n'est pas de se soumettre à la nature. Le principe de l'humanité, c'est de s'extraire de la nature pour créer sa propre histoire, ce qui s'appelle la culture. Donc culturellement, les Grecs, à un moment donné, aient porté au pinacle l'homosexualité comme acte culturel. On le sait très bien, c'était au IVe siècle avant Jésus-Christ. Donc c'est pas nouveau, vous voyez. C'est à la limite ce qui me fait marrer dans cette histoire gay, c'est à quel point c'est pas nouveau. S'ils veulent se marier, qu'ils se marient. Mais ce que je veux pas, c'est qu'on fasse croire que c'est un débat national et qu'il y aurait de l'opposition, de la résistance. Et que il y a de la résistance du garde des Sceaux, il y a la résistance du Premier ministre, il y a la résistance du président de la République. Oui, ça permet à Noël Mamère de se faire passer pour un progressiste en n'étant pas grand-chose, c'est-à-dire en ne proposant rien sur le plan de la gestion, et puis en oubliant un peu de parler de la Palestine, dont il parlait beaucoup plus avant. Vous savez quoi, on va en parler dans un instant, puisqu'il y a une liste qui vient de se mettre sur les rangs pour les élections européennes, qui s'appelle Euro-Palestine. Avec mon ami Dieudonné. Et hier, nous avions la tête de liste, Christophe Oberlin, qui interpellait directement Patrick Gobert, le président de la LICRA, qui lui est tête de liste UMP. Patrick Gobert, il sera en ligne dans un instant. À tout de suite avec Alain Soral. RMC, on nous la fait pas. Alain Marchal, Alain Soral. Alain Marchal, Alain Soral. Alain Soral, Misère du désir, fiction aux éditions Blanches. On parlera de son livre tout à l'heure, mais depuis le début de l'émission, enfin depuis la deuxième moitié de l'émission à 17h,
avec Alain Soral, on évoque les sujets qui ont animé notre semaine, c'est-à-dire les livres People, les livres déballage, le mariage homo. Tous ces sujets-là, bizarrement, sont dans mon bouquin d'ailleurs. Bah, tu vois, c'est dans l'air. Eh ben, on va continuer d'en parler. Et puis, la venue de Christophe Oberlin, c'était hier, avec cette liste Euro-Palestine. Cette liste a-t-elle sa place aujourd'hui dans le scrutin européen? C'est la question que l'on posait à Christophe Oberlin. Christophe Oberlin dit oui, parce qu'on doit œuvrer pour la paix. Les Européens ont un rôle à jouer. Le Parlement européen a un rôle à jouer. Israël prétend rentrer dans l'Europe, je crois. Donc si Israël veut rentrer dans l'Europe, le problème palestinien devient un problème européen. Mais beaucoup d'entre vous au 32-16 disaient non. Ça n'a pas sa place aujourd'hui, ça risque au contraire de relancer l'affrontement communautaire. On sait déjà que le conflit israélo-palestinien exacerbe les tensions en France. Christophe Oberlin interpellait directement Patrick Gobert, le président de la LICRA, en lui demandant d'être avec lui pour un débat. Patrick Gobert, bonjour. Bonjour Patrick Gobert. Est-ce qu'il est là, Patrick Gobert? Il est là. Bonjour. Je rappelle, vous êtes le président de la LICRA. Vous êtes surtout la tête de liste UMP pour l'Île-de-France pour les prochaines élections. Est-ce que vous accepteriez un débat avec Christophe Oberlin? Non, j'accepte pas ce genre de débat parce que ce que je souhaite, c'est la paix, la sérénité et la solidarité. C'est ce qu'il souhaite lui aussi. Oui. Comme en Israël, quoi. Attendez, on va pas mélanger. On va pas mélanger. Je suis avec Alain Soral, je vous rappelle. C'est Alain Soral qui intervient à côté de vous. Non, Dieudonné a un message d'intolérance, de racisme et d'antisémitisme. À partir de ce moment-là, je vais dire que je n'ai rien à discuter avec lui. Nous allons effectivement nous revoir, mais nous allons nous voir très prochainement au tribunal. Pourquoi? Parce que ces propos dans le journal du dimanche ou dans certains sites sont inacceptables concernant les Juifs et Israël, mais surtout les Juifs. Je veux dire, c'est des propos ignobles. Mais alors pourquoi vous en prenez à Dieudonné? D'accord, mais pourquoi ne pas discuter avec Oberlin de l'opportunité de cette liste Euro-Palestine pour faire avancer la paix? Liste d'ailleurs, Alain Soral me disait avant l'émission, à laquelle vous j'aurais avez bien voulu être participer. dessus, mais je suis pas domicilié à Paris. Je crois que c'est pour ça que je suis pas dessus. Sinon, ça aurait été un plaisir, évidemment. Je trouve tellement inique ce qui arrive à ces pauvres Palestiniens et tellement étrange qu'en France on ait si peu le droit d'en parler et qu'on se fasse tout de suite traiter de nazis parce qu'on est inquiet de voir que dans un certain pays là-bas, toutes les valeurs humanistes et universalistes sont bafouées jour après jour, que effectivement j'aurais bien aimé être sur cette liste, et d'ailleurs comme les européennes ne servent à rien, au moins je voterai pour cette liste. Pour une fois, les européennes auront servi à quelque chose. Il n'y a pas de liste chez vous, de votre côté. Patrick Gobert, réponse. Écoutez, il pense ce qu'il veut. Il mélange. Je veux dire que moi je reste sur un Dieudonné qui a des propos inacceptables. Lesquels? Est-ce que vous pouvez dire lesquels, monsieur? Oui, je suis allé voir son dernier spectacle qui est formidable et moi j'ai rien trouvé d'inacceptable. Tout est conforme aux valeurs humanistes, universalistes. Vous avez une version des droits de l'homme qui est différente que la mienne. Bah oui, c'est pas celle que les. Je pense avoir une version qui est très. C'est pas celle du général Sharon, ça c'est sûr. Oui, moi j'ai pas du tout cette. Mais on parle pas. Attendez, on parle pas de Sharon là. On est en train de parler de valeurs et de respect. Moi, je vous parle pas de ce qui se passe là-bas. Je vous parle des propos qui sont dits ici sur les Juifs. Mais personne ne dit jamais rien sur les Juifs en France, qui sont une communauté qui vit en harmonie et qui d'ailleurs c'est des Français d'origine juive. Ils sont très très heureux en France. On dit d'ailleurs heureux comme Dieu en France. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a une minorité de Français d'origine juive qui, par leur solidarité inconditionnelle de la politique d'apartheid du général Sharon, créent de toutes pièces de l'antisémitisme en France. On dirait même que c'est leur projet, pour que des Juifs émigrent, des Juifs français émigrent en Israël, parce qu'il n'y a plus beaucoup de volontaires là-bas visiblement. Et deux, ils ont tellement peur que ça se passe bien entre les Français et les Juifs et qu'il y ait ce qu'on appelle de l'assimilation ou du mélange, de la mixité, d'un mariage mixte, qui crée de la tension, parce que je crois qu'il y a vraiment des Juifs fondamentalistes ou des Juifs extrémistes qui ont très peur que les Juifs et les non-Juifs se mélangent et s'aiment, et qui sont très inquiets de voir que si peu de Juifs qui vivent si bien en France n'aient pas envie d'aller vivre dans ce cauchemar qui s'appelle Israël. Voilà, moi c'est mon analyse. L'analyse d'Alain Soral, Patrick Gobert. Il s'arrête de temps en temps. Oui, il s'arrête. Il vient de s'arrêter. On n'a pas souvent la parole sur ce sujet, monsieur. Il s'arrête de temps en temps. Écoutez, c'est n'importe quoi. Non. C'est n'importe quoi. Vous faites le mélange de tout, et c'est à cause de gens comme vous qu'il y a effectivement aujourd'hui des attentats contre les Juifs, parce que vous faites un mélange. Faites attention, monsieur, là-dessus, n'allez pas trop vite, parce que il y a là-bas et la situation qui était ici. Parlons donc de sujets qui peuvent ici nous intéresser. Ne faites pas le mélange. Et la plupart des manifestations c'est vous qui le faites, monsieur, vous associez toujours les deux.
on a droit de faire toutes les manifestations que l'on veut. Elles se sont terminées en général par des propos antisémites. Mais dites-moi, Patrick Gobert, à votre avis, cette liste Euro-Palestine, et on ne peut pas remettre en cause la bonne foi de Christophe Oberlin, chirurgien qui est allé opérer à Gaza, qui nous racontait ce qu'il avait fait là-bas. Est-ce qu'à votre avis, cette liste va renforcer le communautarisme et risque de provoquer des dérapages ou pas? Oui, ça va certainement ramener derrière, en conséquence, des actes d'antisémitisme. Ça, c'est sûr. Est-ce que ça risque pas aussi de provoquer des actes de la part de personnes qui sont radicales du côté juif aussi, à votre avis? Vous en avez vu beaucoup? Moi, j'en ai pas vu. Non, mais c'est même pas le fond du problème. Je pense qu'aujourd'hui, le fait qu'on n'ait pas une fois un acte contre des mosquées où ce sont des juifs qui l'ont fait. Je n'ai pas vu une seule fois des juifs aller frapper qui que ce soit. Ah bon? La Ligue de défense juive et le Bétard, vous en avez jamais entendu parler, monsieur, de leurs exactions? Non, mais vous prenez les spectateurs pour des imbéciles. Moi, je crois, monsieur, vous arrêtez de parler de non, vous avez tout le temps la parole sur ce sujet, monsieur. Moi, je représente que moi-même. Ouais. Je veux dire simplement qu'aujourd'hui, le fait, c'est une opinion, Oui, bien sûr, je commence rien, juste France, 99% des Français, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Une conception archaïque et à la limite raciste. Je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, le fait qu'on ait si peu le droit dans les médias de critiquer la politique du général Sharon, mais vous avez le droit, attendez, tout le monde crée une tension et une suspicion. Et une suspicion par rapport à une espèce de solidarité inconditionnelle des Français d'origine juive envers cette politique d'apartheid. Je pense que c'est vous qui êtes dangereux, monsieur, parce que ce que vous dites pas, c'est que sur la liste Euro-Palestine, j'ai regardé tout à l'heure, je crois qu'il y a 40% de gens qui sont juifs et qui y sont justement au nom de valeurs, de valeurs qu'ils estiment oui, puis même de valeurs du judaïsme des prophètes. Je sais pas, ils se sentent juifs et très bien à leur place sur cette liste. Et c'est vous qui accaparez une vision assez étrange du judaïsme et qui, je pense, est dangereuse pour les Français d'origine juive qui vivent très bien en France. Allez, la réponse de notamment Patrick Gobert, avec les gens comme et ensuite on arrête. Patrick Gobert. Oui, je crois qu'il faut rester un peu plus calme. Je crois qu'il faut avoir le respect et la dignité vis-à-vis de tout ce qui se passe là-bas. Il faudrait qu'effectivement la paix revienne, qu'il y ait deux États. Je veux dire, c'est normal. Bon, mais tout ce que dit ce monsieur est exagéré et est un peu inacceptable. Attaquez-moi en justice, monsieur, si c'est inacceptable. Quand je dis c'est votre spécialité, je crois. Il faut reprendre un petit peu de sérénité et de paix. Voilà ce que cette liste, effectivement, va amener, et va amener de l'intolérance. C'est ce que moi j'ai entendu. Patrick Gobert, merci, président de la LICRA, pour parler de cette liste Euro-Palestine, dialoguer, oui, échange de propos avec Alain Soral. On va reparler de la misère du désir. Dépassionner le débat, oui. Oh, mais c'est difficile, sur le conflit israélo-palestinien. Mais non, on n'a pas le droit d'en parler, alors. On s'est traité de nazi dès qu'on est... On peut en parler. Moi, je suis désolé, je suis prêt à tout pour devenir un écrivain riche et célèbre en France. J'aime la réussite, mais je ne suis pas prêt à dire que je jouis quand je vois un enfant palestinien tué par un soldat. Je pense pas qu'il y ait des gens qui le disent ouvertement aujourd'hui. Michel Houellebecq le dit, Dantec le dit, et j'aimerais que quand on ne disait pas ça, d'un seul coup, on était un petit peu marginalisé dans la culture française et dans les médias, et ça, je sais de quoi je parle. Et ben moi, il se trouve que, au nom de valeurs humanistes et universalistes, je trouve que ce qui se passe là-bas est intolérable, et je pense qu'il faut se mobiliser contre. Et je sais que bizarrement, ça coûte très cher en France, dans le milieu médiatico-culturel, d'oser tenir les propos que je tiens, qui sont pourtant des propos absolument de gauche. Voilà. Alain Soral, 17h42, dans un instant, la misère du désir. Alain Marchal et Alain Soral, ça décape avec Alain Soral quand on lui demande de venir commenter l'actu dont nous la fait pas de la semaine. Alors on nous la fait pas, effectivement. Surtout à vous. Sur certains sujets. Alors, Jean-Louis dit, en quoi l'Europe a un rapport si profond avec la Palestine qui nécessite de créer une liste Euro-Palestine? On n'a pas assez de problèmes comme ça. Réaction sur Internet. Jacques, enfin un invité Alain Soral qui n'a pas la langue de bois, c'est un véritable lance-flamme, ça ravigote, il faut l'inviter plus souvent. Merci. Luigi est un peu plus critique, votre invité mélange tout, il faut croire qu'il connaît tous les sujets, alors que finalement, il a une vue globale sans rien connaître, il critique tout, mais qu'il nous montre ce qu'il propose, il serait un très bon politique, beaucoup de bruit pour rien, beaucoup de bruit avec la bouche, Alain Soral. Oui. C'est sûr, moi j'écris des livres, il fait quoi lui? Il fait du tricot? Oh, c'est Jean-Louis, Luigi doit avoir une situation quand même, c'est pas parce qu'il vous critique que c'est un... moi Luigi, je t'emmerde, voilà. Oh, mais ça c'est de la grossièreté, Alain Soral, c'est gratuit. Non. Ouais, mais ça c'est gratuit, il n'y a pas d'argumentaire derrière. J'ai 20 ans de boulot, j'ai publié 8 livres. Peut-être que Luigi, derrière son email, il a aussi 30 ans ou 40 ans de boulot, il a peut-être ses souffrances et il a le droit de vous critiquer. Il peut, oui, mais moi je l'emmerde. Mathieu, votre invité, devrait lire Gorgias de Platon et suivre les conseils de Socrate. Avoir la tchatch ne devrait pas le dispenser de se préoccuper de justice. Il embobine tout le monde, évite soigneusement les sujets sur lesquels il ne veut pas répondre. Stéphane, il a la pêche, monsieur Soral, et surtout il a raison. Est-ce que quelqu'un pourrait calmer Alain Soral, demande Mathias. Je trouve son comportement scandaleux. Il n'a pas me calmer lui aussi être agressif et méprisant envers les homos et n'importe qui d'autre. Anna continue, j'adore Alain Soral, j'aime beaucoup son franc-parler, la justesse de son raisonnement. Et puis Eric, est-ce qu'Alain Soral se préoccupe des chrétiens du Soudan?
car eux aussi sont opprimés et même plus. Ben, moi, je veux bien qu'ils fassent une liste Europe chrétien du Soudan, oui, bien sûr. Et oui. vous voterez pour cette liste à ce moment-là? Non, mais c'est encore plus loin que le problème palestinien, mais c'est vrai que la souffrance malheureusement est partout, et chacun a ses pauvres, quoi. Hein. Moi, je suis sensible à la cause palestinienne pour des raisons historiques, parce que je viens de l'extrême gauche. D'autres, ça sera le Soudan, parce qu'ils sont chrétiens. Mais moi, je respecte les arguments des autres quand je les sens fondés sur la bonne foi et le désir de communiquer. Mais le monsieur Gobert, là, je le connais depuis longtemps et malheureusement, je peux pas trop en parler, mais c'est un sacré bonhomme, hein. Attention. Hein. Misère du désir, fiction aux éditions Blanches. C'est quoi ces misères du désir au pluriel, Alain Soral? Parce que après avoir passé en revue, on va quand même parler de votre livre. Oui, c'est bon, c'est secondaire, hein, mon petit livre. Mais c'est vrai que je parle un peu de tout ça là-dedans. Hein, d'ailleurs, tous les sujets qu'on a abordés sont dedans, bizarrement. Comme quoi, c'est. Alors, il y a un truc moi qui m'a fait bondir parce que je lui ai dit tiens, alors pourquoi il s'en prend à ni pute ni soumise, un mouvement que tout le monde a applaudi des deux mains en disant bravo, ça va permettre de faire un peu le ménage sur ce qui se passe en banlieue. Et boum, qui tape sur ni pute ni soumise, mouvement marketing parfaitement formaté pour les médias, c'est Alain Soral. Qu'est-ce que vous leur reprochez à Ni Pute Ni Soumise? Déjà, je vais vous balancer une petite info qui n'a pas beaucoup circulé dans les médias, c'est que le secrétaire général de Ni Pute Ni Soumise, Mohamed Abdi, qui est le compagnon de Fadela Amara, on dit compagnon, on sait pas trop ce que ça veut dire, vient de prendre 3 ans de prison, dont 1 an ferme pour escroquerie, vous voyez, déjà. Pendant que lui rentre en prison, les autres, elles sortent un disque. Moi, ce que je vois, c'est que je me suis intéressé à cette association sur le terrain. J'ai vu qu'elle était énormément manipulée par des gens qui n'ont pas grand chose à voir avec les quartiers, que le but était c'est dans mon livre tout ça, mais que le but était en fait de créer des tensions entre les garçons et les filles, avec toujours le même but pour moi, c'est de retarder l'intégration des banlieues par tous les moyens, enfin de ces maghrébins, français d'origine maghrébine, et que c'était ce qu'on appelle une stratégie de la tension, qui ressemble beaucoup d'ailleurs à ce qui se passe en ce moment dans le monde, et que c'était très contre-productif et très manipulé. Attends, voilà. Alain, elles veulent l'inverse. Au contraire, elles disent aujourd'hui, nous on veut être libre, on veut plus avoir. Alors moi, ce que je démontre dans le livre, des grands frères. Je dis que ça se passe pas tout à fait comme ça et comme si et pas s'habiller comme ça. De ce que j'ai vu, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Moi, ce que je démontre dans le livre, c'est qu'en réalité, il est beaucoup plus dur d'être un garçon qu'une fille en banlieue, parce qu'en fait, la France est tout à fait d'accord pour accepter les petites beurettes, surtout quand elles sont mignonnes, hein, comme Ness, comme Hôtesse, etc. Et en fait, on ne veut pas des garçons. Et en fait, la réalité, c'est là. Il y a une vraie souffrance et une vraie solitude des garçons qui restent bloqués en bas des tours, alors que les filles, elles, on les laisse rentrer dans les boîtes, on les invite, parce qu'en fait, c'est de la chair fraîche, quoi. Et en fait, je dis pas que il n'y a pas de problème entre les garçons et les filles en banlieue. Je ne dis pas que il n'y a pas un petit conflit de mœurs entre des sociétés patriarcales traditionnelles issues du Maghreb et nos sociétés néo-matriarcales, pancapitalistes, fusionnelles, etc. Ça, c'est un autre aspect. Mais j'essaye de rééquilibrer un peu le débat et de voir qu'aujourd'hui, on nous a montré pendant 20 ans que c'était à cause des vilains colons français que les immigrés se sentaient pas bien. Il y avait une espèce de communication à la touche pas à mon pote, qui était instrumentalisée d'ailleurs par le Parti socialiste. Et les mêmes qui nous ont dit touche pas à mon pote pendant 20 ans, aujourd'hui nous disent vous pouvez y aller, les toucher et même violemment, parce que ce sont tous de vilains islamistes violeurs. Alors d'abord, ça s'appelle de la caricature. Non, mais c'est le but. C'est le but, c'est de créer le soupçon pour tout Français d'origine maghrébine que c'est un fondamentaliste et un violeur. Je fais déjà remarquer qu'on peut pas être les deux. Ce sont les fondamentalistes et les radicaux qui font aujourd'hui que justement le soupçon pèse sur les autres. Eh ben moi j'y suis allé voir sur place et finalement je trouve qu'il y a beaucoup plus de médiatisation du problème que de problèmes réels, et je suis inquiet. Je me dis que quand il y a une surmédiatisation avec ces histoires d'imams des caves, de pauvres imams de Vénissieux qu'on fait parler, qui est un abruti exprès pour dire voyez les Arabes veulent frapper les femmes, c'est qu'on veut à tout prix. Il y a une sorte, je vais poser mes mots, il y a une sorte d'appel à la ratonnade aujourd'hui de certains médias de pouvoir et qui s'appelle une stratégie de l'attention et qui correspond beaucoup d'ailleurs à ce qui se passe en ce moment dans le monde et notamment en Irak. Je trouve ça très dangereux. Je vois pas pourquoi on veut pousser les chrétiens et les Arabes à se taper dessus et qui tire les marrons du feu. Je dis c'est pas le meilleur moyen d'intégrer les franco-maghrébins que de systématiquement les humilier. Et je pense que la seule solution, c'est qu'ils accèdent enfin à la classe moyenne et qu'il y ait des réussites sociales et qu'on montre un peu les Français d'origine maghrébine de banlieue qui ont bac+5, qui sont avocats, qui sont médecins, qui sont beaucoup discriminés à l'embauche et qui sont beaucoup recalés au concours administratif. Et moi, autant je suis pour la double peine, autant je suis pour la non-discrimination à l'embauche, et je crois que cette stratégie de l'attention qui est mise en scène aujourd'hui par Ni Pute Ni Soumise, complètement instrumentalisée par le PS, et on sait qu'il y a derrière, tout ça est dans mon livre, démontré dans mon livre, est très contre-productif, très dangereux, et n'est peut-être
peut-être pas sans rapport avec justement l'affaire israélo-palestinienne et avec un certain soutien des gamins de banlieue pour les Palestiniens. Vous faites un sacré foutu cocktail. Non, moi je suis un initié et c'est mon sujet, je connais bien. Alors, attends, ça veut dire que les autres sont des cons. Non, ils ont pas réfléchi comme moi au problème et ils sont pas allés voir. Ça veut dire que vous détenez la vérité absolue. Non, j'ai travaillé sur le sujet, je suis allé voir les réseaux, les trucs sous-jacents, je suis allé voir ce qu'il y avait derrière Ni pute ni soumise, et je veux même pas trop en parler à l'antenne, mais dans mon livre, ceux que ça intéresse verront ce qu'il y a. Et là, je les mets au défi de me contrer, ceux qui manipulent, le PS qui manipulent ces associations. Tout ce que je dis sur Ni pute ni soumise est vrai. D'ailleurs, ils refusent de dialoguer avec moi parce qu'ils savent que je connais pas mal de vérités sur eux. Et d'ailleurs, le fait que Mohamed Abdi soit en prison pour escroquerie, ça n'a pas été très médiatisé parce que ça les gêne terriblement. C'est pas pour autant que le mouvement est dissous, que ça discrédite le mouvement. Je vous sais que le mouvement, c'est 500 personnes. Il y a 2 millions je crois, de filles d'origine immigrée en France, et le mouvement Ni pute ni soumise, c'est 500 personnes, SOS Racisme, 400 personnes. Ces gens-là ne représentent qu'eux-mêmes. Voilà. Françoise, bonjour. Oui, bonjour. Françoise, elle a appelé au 32-16 parce qu'elle voulait vous parler. Il nous reste encore 3-4 minutes. Elle est avocate. Je pourrais parler sport un peu après dans les Alpes-Maritimes. C'est pour ça que Jean Restegui vient d'arriver. Alain Soral exécrable pour vous, Françoise. Absolument. J'aime beaucoup votre radio et je l'aime pour son ouverture d'esprit, pour le fait qu'elle donne la parole à tout le monde. Mais M. Soral, écoutez, moi j'ai l'habitude de respecter, professionnellement j'ai l'habitude de débattre avec pas mal de gens. Je vous trouve, vous êtes tout ce que j'exècre, c'est-à-dire vous êtes intolérant. Beaucoup d'ennemis, beaucoup d'honneur, madame. Vous ne laissez pas parler vos interlocuteurs. Vous avez été extrêmement désagréable avec la personne homosexuelle à laquelle vous n'avez pas laissé, et là vous êtes encore en train de m'interrompre. Oh, oui. Naturellement, je n'accepte absolument pas, et je suis entièrement en désaccord avec vous sur ce que vous avez dit sur le problème palestinien, parce que je pense que vous essayez de manier des concepts auxquels vous ne comprenez rien. Bien sûr, madame, vous allez me donner des leçons de concepts. Vous êtes une caricature de l'extrême gauche, comme vous l'a dit l'animateur qui vous venez d'où, madame, vous? Je sais pas. Je suis dans les Alpes-Maritimes. Vous mélangez tout, vous maniez des concepts, à mon avis, auxquels vous ne comprenez rien. Vous ne servez certainement pas l'extrême gauche qui a probablement ses mérites. Et je ne vois rien d'intéressant. Et vous servez qui, madame? Excusez-moi, mais... Je ne vois personnellement rien d'intéressant dans tout ce que vous nous avez dit. Donc c'est pas la peine, Françoise. Françoise, c'est Alain Marchal. Éteignez le poste et allez faire autre chose. Françoise, c'est Alain Marchal. C'est pas la peine que je vous envoie le livre d'Alain Soral, alors. Absolument pas, mais... c'est dommage. Il se vend très bien, madame, hein. Françoise. Et c'est pas les médias qui m'ont fait de la pub, hein. Merci, Alain Soral. On savait en invitant Alain Soral, de toute façon, c'était pour ça qu'il était là aussi, hein, pour permettre... Oui, moi je vous dis beaucoup d'ennemis, beaucoup d'honneur, hein. Alain Soral, on va parler sport. Je savais pas que vous faisiez de la boxe, vous entraîniez un club de boxe. Je suis instructeur fédéral depuis cette année, donc je co-entraîne à l'Aviron Bayonnais, et là nous organisons le gala du centenaire de l'Aviron Bayonnais. Donc je profite de cette présence dans les médias pour dire que salle Loga à Bayonne à 20h30 samedi, il y a un gala de boxe organisé par moi et mes camarades avec des combats professionnels, amateurs, même féminins, et je vous dis, venez nombreux vous qui êtes dans la région, salle Loga à 20h30 samedi soir, ce samedi, c'est-à-dire demain, voir le gala du centenaire de l'Aviron Bayonnais. Bon, ça va, samedi soir vous serez pas en concurrence avec l'Aviron Bayonnais rugby ou avec l'Aviron Bayonnais football? Jean Restegui, monsieur Alain Soral, monsieur foot, monsieur sport, Jean Restegui. Alors remarquez, vous avez entendu le ton d'Alain Soral. Il a du caractère et en plus il fait de la boxe, ça va déménager quand même. Il vaut mieux. Je suis un peu obligé parce que moi je suis un peu menacé physiquement souvent. Oui, je suis un peu obligé de me défendre, oui, parce que j'ai des puissants ennemis, croyez-moi. Bon, Alain Soral, c'était sympa d'être passé quand même nous voir. Le foot. J'étais très content d'être là. Le foot, bravo Marseille, bravo Monaco, Alain Soral. Énorme, oui, très bien, oui. Et ils ont des chances de l'emporter, avec des budgets 6 fois inférieurs au club en face, ça c'est une belle leçon populaire. Oui. Quoique le budget monégasque, il est quand même pas mal. Non, mais quand ils ont sorti le Real, yes, c'est vrai. Hein, c'était beau. Alors au menu de l'arc et foot, mon cher Jean Restegui, on va revenir sur bien évidemment l'Olympique de Marseille. Hier on a parlé de Monaco, ce soir c'est l'Olympique de Marseille. On sera en ligne avec Pape Diouf, le nouveau directeur sportif, manager général. Laurent Baclès, un des héros de la soirée, celui qui a passé ce fameux ballon sur le coup franc pour le deuxième but de Didier Drogba. On parlera des Verts parce que ce soir il y a Niort Saint-Etienne. Il venait de rentrer, très bon coaching. Hein. Exactement. Et Saint-Etienne peut être avec un match nul ce soir face à Niort, d'ores et déjà en Ligue 1. Et puis on reviendra sur l'étranger avec l'Espagne et Fred Hermel sera en ligne avec nous pour nous parler de Beckham qui apparemment va quitter le Real pour peut-être aller soit à Arsenal soit à Chelsea. On sera avec Philippe Auclair pour parler de Manchester Chelsea, le 32-16, rmcinfo.fr. Vous avez l'habitude, c'est l'arc et foot avec Jean-Michel entre 18h et 19h. Et Alain Soral, c'est Misère du désir aux éditions Blanches. Merci monsieur Soral. Vous n'êtes pas obligé de l'acheter et l'avantage d'un livre, c'est que si vous le laissez fermer dans un coin, il fait pas de bruit. Hein. Et c'est pas comme moi. Bon retour au Pays Basque. Bonsoir, à lundi.